l'époque des hypervitesses, des plein des choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Craquer l'époque. Aujourd'hui, nous poursuivons notre échange entamé la semaine passée avec le philosophe Jacques Rancière. Jacques Rancière, bonjour. Bonjour. Alors la semaine passée, il était question de discuter des finalités que vous donnez à votre geste d'écrire dans une époque particulièrement violente. Puis nous nous sommes quittés sur votre dernier essai, Au loin la liberté, essai sur Tchekhov paru aux éditions La Fabrique. Cette semaine, nous voudrions prendre du temps pour explorer ce que les nouvelles de Tchekhov pourraient bien nous inspirer. Et on espère du moins une attention, sinon un désir de liberté. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti en lisant Tchekhov, un désir de liberté ? Au départ, je n'avais pas d'intention particulière. Encore une fois, on en a déjà parlé, mais voilà, je n'écris pas avec un plan à l'avance. J'écris un petit peu effectivement sous une sorte d'impulsion. Ce qui m'a peut-être inspiré chez Tchekhov, c'est peut-être pas tellement le désir de liberté, mais la manière paradoxale dont c'était présenté, puisque ce désir de liberté, il est d'abord exprimé par un vagabond, plutôt un faux vagabond, qui trouve sa liberté dans, rêver, en Sibérie. Donc, il y a quelque chose comme une espèce de brouillage, en quelque sorte, des pistes qui au départ m'intéressent. Il y a longtemps, je me suis intéressé aux communistes icariens qui s'en allaient chercher, la réalisation de la liberté communiste aux États-Unis, quoi. Là, je suis parti d'un vagabond qui s'imagine qu'il va trouver la liberté comme ça dans les grands espaces sibériens. Donc voilà, c'est la manière dont la liberté est mise en quelque sorte comme un lieu paradoxal, c'est-à-dire que au fond, la liberté, c'est loin, mais c'est loin, ça veut dire aussi ça appartient à un autre ordre de grandeur. Il n'y a pas un chemin qui pourrait se dessiner, qui nous mène du point où on en est, qui est un point de servitude, à la liberté, comme ça, qui serait l'espèce de point terminal du chemin, quoi. C'est ça qui est intéressant pour moi chez Tchekhov, c'est cette façon de suspendre en quelque sorte ces narrations à ce point qui en même temps n'a pas, disons, de consistance réelle, mais qui est comme une espèce d'horizon lointain, d'horizon qui en même temps est ailleurs. Et ce qui m'intéresse donc, c'est la manière dont Tchekhov se tient sur une espèce de ligne un peu paradoxale, c'est-à-dire que d'un côté il y a ce vagabond qui rêve de liberté et qui la trouve en Sibérie. De l'autre, il y a tous ces gens qui ont peur de la liberté. Il y a bien sûr ce personnage un peu emblématique des nouvelles de Tchekhov, le professeur Bielikov, là, qui a peur de ce qui pourrait arriver dès qu'on autorise quelque chose. C'est-à-dire que dès qu'il y a une mesure administrative qui autorise quelque chose, il commence à paniquer en disant pourvu qu'il n'arrive rien, quoi. Et effectivement, c'est ce personnage un peu à la fois extraordinaire, si on veut, mais en même temps emblématique. À la fin du récit, donc cette espèce de prof qui terrorisait un peu tout le monde en disant attention, il va arriver quelque chose. Il meurt, il est dans une boîte, là, rien ne risque plus de lui arriver, donc tout le monde est content. Pendant 8 jours, on se sent comme des enfants en liberté, puis au bout de 8 jours, finalement, la vie revient comme avant. Une vie, dit la narration, qui n'est pas vraiment interdite, mais qui n'est pas vraiment permise non plus, quoi. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Tchekhov se tient sur cette espèce de frontière, et dont, au fond, il se rapporte à ces gens, soit l'espèce un peu de vagabond un peu fou qu'il la trouve en Sibérie, soit tous ces gens qui ont peur, parce que si la liberté arrive, ça veut dire que quelque chose arrive. Si quelque chose arrive, ça veut dire que quelque chose risque d'arriver, quoi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il traite ça, c'est-à-dire une espèce de tonalité qu'il a, c'est-à-dire que au fond, il ne méprise pas les gens. Il ne les injurie pas, il ne les rabaisse pas.
penser quand même disons son grand aîné Dostoïevski, quoi. Quand Dostoïevski parle des nihilistes, c'est vraiment une bande de coquins ou d'imbéciles qui se laissent manipuler, quoi. Lui non, il méprise personne. En même temps, il dit aux gens quand même, vous vivez comme ça, c'est quand même pas terrible, vous pourriez vivre mieux. Mais en même temps, disons là, il essaye de rester près d'eux, d'avoir une sorte de tonalité en quelque sorte qui justement ne s'éloigne pas d'eux, qui continue à les maintenir toujours dans l'horizon de cette liberté possible lointaine. Alors, effectivement, une des idées fortes que vous défendez dans cet essai au moyen de Tchekhov, c'est de montrer comment aussi la servitude se manifeste. Il y a le ronronnement de la servitude, l'or y règne par engourdissement. Autrement dit, on se complaît un peu dans la servitude, ou en tout cas dans l'immense majorité des cas, on s'y accommode assez bien, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose pour en sortir, comme si la servitude pouvait être préférable à la liberté. Oui, bon, la servitude, c'est... on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire la servitude, c'est pas l'écrasement. Il n'y a pas chez Tchekhov des espèces de force comme ça, de force d'en haut qui écrase les gens. Il n'y a pas de patron qui exploite les gens. Il n'y a pas de policiers, de militaires qui leur tombent dessus. Non, tout se passe en quelque sorte, je dirais, au même niveau, et il n'y a pas de pouvoir d'en haut qui s'abat sur les gens. Il y a simplement les choses qui se reproduisent. Bon, effectivement, vous faisiez allusion tout à l'heure cette petite nouvelle, voilà, qui a l'air un peu insignifiante, quoi, qui s'appelle Au tribunal. Et bon, là, le paysan qui est accusé du meurtre de sa femme, donc c'est quand même un truc, c'est pas rien, quoi. Et bon, alors, il arrive au tribunal, bon, il s'attend à ce que on regarde d'un air sévère, qu'on lui montre qu'il est un monstre. Et puis non, finalement, tout se passe calmement. Il y a des gens qui sont là. C'est une affaire parmi d'autres. Ça fait suite à l'affaire de la veille. Et puis ça, disons, ça avance, ça précède le procès du lendemain, quoi. Donc tout est normal. Bon, il y a ce qu'on entend essentiellement, c'est le bruit du ventilateur et puis le ronronnement de la parole du greffier. On se dit ce qu'il dit. Ça n'a aucune importance, quoi. Donc voilà, il s'attendait à être vraiment morigéné, insulté, etc. Et puis non, tout le monde est calme avec lui, et voilà, du coup il est tranquille. Bon, quoi, il a tout à fait tort, parce que précisément, voilà, l'ordre règne par cette espèce d'engourdissement. Il est probable qu'il sera condamné. D'ailleurs, Tchekhov ne le dit pas. Tchekhov dit rarement comment les histoires se terminent. C'est pas son genre. Mais bon, précisément, ça se terminera en ne se terminant pas. Ça se terminera en continuant, quoi. Et c'est ça pour lui, pour Tchekhov, d'abord, la servitude. Et effectivement, en un sens, bon, peut-être pas pour celui qui est au tribunal, mais pour les gens ordinaires qui vivent leur vie ordinaire, bon, c'est mieux parce que la servitude, on y est à fond adapté, quoi. Bon, dans une nouvelle, l'étudiant, bon, il y a l'étudiant qui tout d'un coup se dit, mais c'était comme ça déjà il y a 1000 ans, c'était comme ça au temps de Rourix, c'était comme ça au temps d'Ivan le Terrible, un peu plus récemment, mais quand même il y a longtemps. Bon, et peut-être que ça sera encore comme ça dans 1000 ans, quoi. Et pour beaucoup de personnages, bon, finalement, oui, mais enfin, au fond, on est habitué à ça. Bon, et ça vaut mieux que d'essayer de se lancer dans quelque chose d'autre. Bon, évidemment, ça a quelque chose disons, fort quand on le regarde, évidemment, avec le recul, puisque, bon, en quelque sorte, les nouvelles de Tchekhov, ça coïncide avec, disons, la création du parti social-démocrate, ouvrier social-démocrate en Russie. Donc voilà, Tchekhov écrit au moment où va se proposer la grande entreprise de transformation radicale, de passage de la servitude à la liberté. Là, on va lire un passage d'une nouvelle de Tchekhov, Le violon de Rothschild. Alors, c'est l'histoire de Yakov, un très bon fabricant de cercueils. Alors, dans sa ville, malgré qu'elle soit habitée par des vieillards, on meurt assez peu. Et donc, Tchekhov n'a finalement pas tant de travail que ça. Et quand il faut faire des cercueils pour enfants, il s'y résout bien, mais sans enthousiasme aucun. Ce sont des petits cercueils, et Yakov, il l'avoue,
Il n'aime pas s'occuper de bagatelles. Donc Yakov a une femme, Marfa, bien sûr une femme qu'il méprise naturellement, et un jour Malfa va mal. Je lis l'extrait. Yakov, l'appela Marfa, je meurs. Il se retourna et regarda sa femme. Teinté de rose par la fièvre, son visage était extraordinairement net et joyeux. Le bronze, habitué à voir ce visage en permanence pâle, craintif et malheureux, se troubla pour l'or. On aurait dit qu'elle se mourait pour de bon, et qu'elle se réjouissait de quitter enfin et pour toujours cette isba, les cercueils et Yakov. Elle regardait au plafond en remuant les lèvres, et elle avait une expression de bonheur, exactement comme si elle voyait la mort, sa libératrice, et lui chuchotait quelque chose. Le jour pointait déjà, l'aube rougeoyait par la fenêtre. En regardant la vieille, Yakov se souvint étrangement que, de toute sa vie, il lui semblait ne jamais avoir été tendre avec elle, ne l'avoir jamais ménagée, n'avoir jamais pensé à lui acheter un foulard ou à lui ramener d'un mariage une douceur. Il n'avait fait que lui crier dessus, la réprimander à cause des pertes et se jeter sur elle, les poings levés. Il était vrai qu'il ne l'avait jamais battue, mais il lui faisait tout de même peur, elle se figeait à chaque fois d'effroi. Oui, il ne lui permettait pas de boire du thé, parce que les dépenses étaient déjà bien assez grandes sans cela. Elle buvait seulement de l'eau chaude. Il comprenait d'où lui venait ce visage étrangement réjoui, et il éprouva de l'angoisse. Alors, pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette nouvelle en particulier ? Oui, enfin, je pensais à un autre passage, mais c'est pas grave, disons. Mais c'est bon. Oui, ce qui est bon, évidemment intéressant, c'est que le héros, donc Yakov, est un fabricant de cercueils, donc il ne gagne sa vie qu'avec de la mort, quoi. Mais malheureusement, les gens meurent pas assez. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que bon, à la fin, disons, au moment où sa femme va mourir, et au moment après ça, bon, elle va mourir, et puis lui-même, disons, se rapproche de la mort, bon, également. Tout d'un coup, il y a comme une espèce d'angoisse qui le saisit. Il y a une première angoisse, c'est-à-dire que voilà, il y a un tas de choses finalement qui auraient été possibles, mais bon, il y a un tas de pertes. Bon, il est toujours obsédé par les pertes, quoi. C'est-à-dire effectivement, on n'arrête pas de perdre de l'argent, et bon, il a tracé sa femme à ce qu'il n'y ait aucune perte lui-même. Et en même temps, il se rend compte, parce que bon, il y a un épisode dont effectivement sa femme lui dit, mais est-ce que tu te souviens de notre petite fille, qu'on allait se promener au bord de la rivière avec notre petite fille? Il a même oublié qu'il avait eu une petite fille. Bon, effectivement, il est mort il y a très longtemps. Il a même oublié ça. Et puis après la mort de sa femme, il va quand même voir au bord de la rivière. Alors il regarde la rivière et se dit, ah, mais c'est quand même sur la rivière, il y a la circulation. On aurait pu faire du commerce sur la rivière. On aurait pu aussi peut-être faire de la musique, parce que donc il est musicien, il joue du violon. Voilà, il pense à toutes ces pertes quand même qui ont été faites. Et puis à un moment donné, quand même, il en arrive à ce fait que c'est la vie elle-même qui a été perdue. C'est-à-dire que finalement, à force de ne pas vouloir de perte, on a perdu la vie. Et c'est ça en quelque sorte aussi qu'il ressent par rapport à sa femme. C'est-à-dire que toute sa vie, sa femme, son problème, c'était qu'elle ne crée pas de perte, quoi. Et puis bon, elle se rend compte tout d'un coup que ce qui a été perdu en quelque sorte, c'est le bonheur qu'il aurait pu avoir avec elle, quoi. Et à la fin, il se rend compte aussi effectivement que bon, il a perdu sa vie à ne rien vouloir perdre. Et voilà, il a cette espèce de réflexion effectivement qui est déjà dans disons l'espèce de bonheur le bonheur de sa femme. Pourquoi elle est heureuse? Parce que dans un sens, elle va échapper à cette vie gouvernée par la crainte de perdre, quoi. Et lui-même tout d'un coup à la fin de sa vie il se dit mais comment ça se fait finalement? Bon, c'est vrai que bientôt je vais mourir, bon, c'est bien, il y aura plus de dépenses, c'est formidable, une fois qu'on est mort on dépense plus rien, mais en même temps il se dit c'est quand même bizarre, on a la vie qu'une seule fois. Bon, et finalement on n'en fait rien. Et il se demande aussi pourquoi est-ce que les gens passent leur vie à s'empêcher de vivre individuellement, et aussi à s'empêcher de vivre collectivement. Donc, pourquoi on vit continuellement dans le mensonge, dans l'inimitié. Et bon, et ça c'est quelque chose qui revient très souvent chez Tchekhov, à savoir, bon, on n'a qu'une seule vie, quoi. Précisément, on n'est pas dans la perspective révolutionnaire, à savoir les générations futures en profiteront, quoi. Ça, chez Tchekhov, c'est seulement les cyniques qui disent ça, quoi. Qui disent oui, on est minable, c'est vrai, on est des corrompus, on est des lâches, mais
Peut-être que c'est bien parce que bon, finalement, il faut voir les choses à un niveau global. Peut-être qu'à un niveau global, c'est bien et que nos héritiers bénéficieront, y compris notre corruption et notre lâcheté, quoi. Mais bon, Tchekhov, pour lui, ça marche pas, quoi. C'est ce genre de raisonnement. Et oui, fondamentalement, toujours, il est vraiment fixé sur ce point. Les gens n'ont qu'une seule vie. Et pourquoi est-ce qu'ils s'empêchent de vivre? Ils s'empêchent de vivre eux-mêmes et ils s'empêchent de vivre les uns les autres, quoi. Et bon, par rapport à ça, bien sûr, disons la nouvelle, le violon de Rothschild a quelque chose qui est exemplaire, puisque effectivement c'est un fabricant de cercueils qui se rend compte de cette espèce de paradoxe en quelque sorte d'une vie qui est radicalement perdue. Vous renversez quelques conceptions habituelles qui sont souvent acquises, notamment d'ailleurs dans les milieux politiques. L'idée un peu intuitive qu'il serait nécessaire de connaître les causes de la servitude pour les combattre. Autrement dit, si j'identifie les causes de ma souffrance, c'est déjà un premier pas pour lutter à faire cesser ce qui m'oppresse. Mais vous ne dites pas ça. Je vous cite, la connaissance des causes de la servitude ne produit rien d'autre que le consentement de la servitude. Elle engendre non pas le désir, mais la peur d'être libre. Et d'ailleurs, vous dites un peu plus loin ainsi que la libération ne vient pas de la connaissance de sa condition, mais au contraire de la volonté de ne plus la connaître, de former son corps et son esprit à d'autres manières d'être, de sentir et de penser. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus cette idée? On pourrait partir de Spinoza. Il y a une petite phrase de Spinoza qui dit la connaissance d'un mal est une idée inadéquate. C'est-à-dire, c'est pas la connaissance des raisons pour lesquelles on est malheureux qui est importante. C'est pas ça qui va changer. Ce qui change les choses, c'est effectivement, je dirais, la manière dont la connaissance peut se transformer en affect, quoi. Or, bon, effectivement, disons le régime normal de la connaissance, oui, c'est quoi? C'est de produire, c'est de produire très souvent, ou bien je dirais, du consentement, ou bien du ressentiment. Et ça, je dirais que on est en plein dedans, quoi. Je dirais que, disons, la connaissance des raisons pour lesquelles nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui en France, elle produit essentiellement deux choses, à savoir, du consentement, après tout c'est pas le goulag, donc ça peut continuer, ou bien du ressentiment, à savoir, si on dit comme ça, c'est parce qu'il y a des salauds qui viennent nous envahir et ainsi de suite. Voilà, bon. Le cadre très général, très général si on veut. Bon, deuxième point, bon, effectivement, j'ai quand même beaucoup travaillé sur l'émancipation ouvrière et sur précisément ce fait que l'émancipation, c'était pas quelque chose qui viendrait après, lorsqu'on aurait bien pris conscience des causes de la domination, qu'on aurait bien lutté, fait un parti, pris le pouvoir et ainsi de suite. Que l'émancipation, c'est quelque chose qui commençait maintenant, c'est-à-dire qu'il fallait dès maintenant, au fond, comme changer les manières même d'être, c'est-à-dire que c'est pas les ouvriers vont pas simplement changer le monde, révolutionner le monde parce qu'ils sont la force, disons, qui va en quelque sorte faire exploser le capital, mais il faut d'abord qu'ils commencent à se changer eux-mêmes, à ne plus être précisément les ouvriers que le capital, que la domination a créé, quoi. Et bon, ça c'est quelque chose qui est en plein au cœur véritablement de Tchekhov, c'est-à-dire évidemment qui est, à l'opposé de la logique. De la logique marxiste, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les manières d'être, de penser changeront quand la structure sociale aura été changée. C'est la structure sociale ne sera jamais changée que par des gens qui ont déjà commencé finalement à penser, à sentir, à vivre autrement, quoi. Et bon, ça, il y a quelque chose, une nouvelle vision qui a un côté un peu symptomatique, quoi, qui est une nouvelle qui s'appelle Salle 6. Salle 6, donc, c'est l'histoire de Ragin, donc, qui est médecin donc, à l'hôpital, et donc, qui est le responsable de la salle 6, qui est la salle des fous, la salle des malades mentaux, quoi. Et bon, et Ragin, la nouvelle, donc, il nous décrit un petit peu cette espèce d'univers de l'hôpital qui est tellement, on peut dire d'un monde qui est tellement fou que Ragin lui-même finira comme patient dans l'hôpital dont il était le médecin, quoi. Mais alors bon, il y a, disons, un récit qui veut que Lénine aurait été complètement bouleversé en lisant cette nouvelle, et voilà, que ça aurait alimenté sa foi révolutionnaire, c'est-à-dire que voilà. Tchekhov nous décrit un petit peu un petit bout de la réalité russe qui en même temps symbolise, synthétise toute la réalité russe et montre qu'il faut changer radicalement tout, quoi.
Or, c'est pas ça que montre Tchekhov. Tchekhov, ce qui l'intéresse, c'est le personnage de Ragin. Ragin, donc le médecin, bon, il a fait des études, c'est un homme cultivé, c'est, on peut dire, l'homme cultivé de son trou perdu, quoi. Mais en même temps, bon, voilà, il dit, de toute façon, on est à 200 verstes donc du train, de la gare la plus proche, dans un trou complètement perdu. Bon, on n'a absolument rien, il n'y a pas de matériel ici. Les salles de bain, ça devrait servir à donner des bains aux malades, mais en fait, ça sert à entreposer des sacs de pommes de terre. Tout le monde nous vole. Bon, la municipalité nous donne pas les moyens. Donc voilà. Donc Ragin dit quoi? De toute façon, on n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit, et finalement, ça sert à rien, parce qu'en définitive, bon, pourquoi vraiment, disons, vouloir sauver la vie de gens, vu la vie qu'ils mènent, ça sert vraiment à rien, quoi. Donc voilà, disons, on peut dire, Ragin est celui qui sait que, au fond, le sort de l'hôpital dépend du sort de la société globale, quoi. Et qui en conclut quoi? Non pas qu'il faut changer la société globale, mais que puisque c'est la société globale qui est responsable, bah, c'est pas la peine de devoir se fatiguer, disons, à faire quelque chose, disons, là où on est, quoi. Donc voilà, ça c'est l'espèce de quelque sorte de face à face, si on peut dire, entre Lénine et Tchekhov, quoi. C'est-à-dire que, bon, disons, pour Tchekhov, précisément, voilà, c'est parce que Ragin, bon, d'une part, il est un médecin, il est un savant, et d'autre part, parce qu'il connaît finalement, en quelque sorte, la réalité de la place de l'hôpital dans la société globale. C'est pour cette raison-là qu'il fait rien. C'est-à-dire que précisément la connaissance effectivement de cette situation globale, fait que il y a rien à faire. Donc c'est ça qu'il explique au fou, puisqu'il est en face d'un fou qui est un fou raisonneur. Il dit finalement tout ça c'est du pareil au même. Vous êtes le malade, moi je suis le médecin, mais finalement c'est du pareil au même, quoi. Et ce qui est très bien dans Tchekhov, c'est que c'est le fou qui va le corriger. C'est-à-dire qui lui dit, bah oui, bien sûr, c'est commode pour vous, quoi. Vous dites finalement, bon, être dans cette salle-là ou être dans un cabinet confortable, c'est la même chose, ça change rien. Bon, il dit, ben oui, ça change quelque chose, quoi. Et effectivement, l'idée forte de Tchekhov, c'est, bon, voilà, on peut dire de Ragin, on peut dire qu'il est responsable de ce qui lui arrive. C'est lui qui a décidé lui-même qu'il n'y avait rien à changer et que être finalement fou ou être médecin, être patient ou être celui qui soigne, bon voilà, c'est la même chose, quoi. Et ça c'est l'intuition un peu fondamentale, oui, de Tchekhov. Et bon, voilà, il y a toujours chez lui les gens qui savent sont des cyniques, quoi. Sont des gens qui disent, vous vous rendez compte, c'est la société globale, vous vous rendez compte, c'est la marche de l'histoire. Bon, donc il renverse complètement la perspective marxiste, c'est-à-dire à savoir que le savoir et l'histoire vont produire le changement, quoi. Non, il dit non, finalement, disons, le savoir et l'histoire produisent la reproduction, et il faut que les gens commencent déjà à bouger par rapport à ça. Alors, dans cette idée de liberté, on comprend que ça commence par le fait de dévier de route, de prendre un chemin dont on ignore à peu près où il mène. Mais alors, je vais être un peu grossier, mais comment ne pas tomber dans cette espèce un peu d'injonction contemporaine qui émane pas aussi bien de l'économie que de certaines philosophies contemporaines, celle qui serait un peu de potentialiser un peu constamment l'existence, de se voir de devenir, de traquer les possibles, de maintenir toujours ouverts les horizons. Est-ce que toutes ces expériences qui sont en réalité parfois un peu discontinues, elles n'ont pas un coup psychique aussi qui dissuade? Je ne sais pas. Je crois que on peut tenir les deux raisonnements, quoi. On peut tenir le raisonnement qui consiste à dire, bah oui, il y a eu 68, il y a eu les grandes grèves de 95, il y a eu plus récemment les mouvements des places, le printemps arabe, les gilets jaunes, les mouvements. Bon, tous ces mouvements, et puis bon, finalement, ça retombe à chaque fois, quoi. Mais en même temps, je pense qu'on peut tenir le raisonnement inverse. Bon, de toute façon, là, on n'est plus dans Tchekhov, hein. On n'est plus dans Tchekhov. On tient le raisonnement inverse, à savoir que la possibilité du changement est effectivement que se créent toujours des brèches dans le temps, quoi. C'est-à-dire que bon, il y a eu une époque où on pensait que le cours du temps allait, en quelque sorte, lui-même, disons, faire venir la liberté, faire venir la fin
de la domination. Il est difficile aujourd'hui de croire encore à cela. Par conséquent, il reste encore une fois, ou bien à sombrer dans le ressentiment, plus ou moins résigné ou plus ou moins agressif, quoi. Soit à essayer de continuer à faire confiance au fait que il arrive quelque chose quand il y a des brèches, quand il y a des brèches dans le temps, quand il y a des brèches dans les faits, dans les habitudes. Voilà, je pense que c'est pour moi, effectivement, il y a un choix fondamental, c'est-à-dire que où on fait confiance au temps. Bon, effectivement, c'est les personnages négatifs chez Tchekhov, ils disent qui vivra verra, quoi. Ce qui veut dire finalement qui vivra mourra, et par conséquent, il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Ou bien effectivement, on pense que d'autres temps sont possibles, mais même d'autres temps sont possibles seulement parce que continuellement le temps est affecté par un certain nombre de branches, de gens qui créent des espèces d'autres directions, d'autres potentialités. Alors effectivement, on peut dire que c'est un peu désespérant, quoi. Mais enfin bon, mais bon, je crois qu'il vaut mieux choisir. Les espoirs souvent désespérants, oui, que finalement la morosité toujours désespérante. Alors, nous arrivons au terme de notre entretien. Alors, on va vous poser une question qu'on pose aussi à tous nos invités. C'est après Tchekhov, qu'est-ce que vous allez faire demain ? Demain, je pense que je vais me reposer. Vous savez, j'ai écrit une bonne cinquantaine de livres. Pour l'instant, j'ai pas de projet parce qu'encore une fois, moi, je me dis pas maintenant je vais faire ça, quoi. Pour l'instant, j'ai pas de projet. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui m'accroche comme on pu m'accrocher il y a une cinquantaine d'années, disons 4 lettres échangées par 2 ouvriers saint-simoniens, comme on pu m'accrocher à certains moments, tel ou tel plan, aussi bien de Nicolas Ray que de Narousset ou de Godard ou de Pedro Costa ou peu importe. Voilà, donc peut-être qu'il y aura effectivement des émotions particulières qui me pousseront, qui me porteront à écrire quelque chose maintenant, mais bon, pour l'instant, je n'en sais rien. Merci beaucoup, Jacques Rancière, c'était une joie de vous rencontrer. Merci beaucoup à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.